C'est une bonne mesure que de demander une prescription médicale pour pouvoir entrer en possession de ce produit. Alors, déjà, c'est bien la subvention. On avait aussi appris que le Bénin était prêt à fabriquer sur place la chloroquine. Donc, c'est déjà bon que le gouvernement anticipe dans ce sens. Mais ce serait aussi bien que sur le plan de la fermeture des frontières, on anticipe également, plutôt que d'attendre de cumuler les cas de contamination pour montrer son efficacité. Alors vous, quand je viens maintenant, oui, on l'a compris. C'est terminé, on s'arrête là et on se retrouvera un peu plus tard chez Téléspectateurs pour découvrir d'autres sujets. Au revoir. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, 10 ans de gouvernance de Boni Yayi avec pour machine politique prête à tout rafler, les FCBE, passation de charge express au lendemain d'un scrutin des plus historiques qu'on n'oubliera pas de sitôt. Ils étaient nombreux, les Béninois, mesdames, messieurs, à prédire une bonne politique certaine et du leader et du parti politique qui, deux quinquennats durant, l'a accompagné. Mais trop tôt, et Boni Yayi et les FCBE auront à démentir les pronostics en se positionnant comme l'opposition naturelle au régime Talon. Plus besoin de rappeler les nombreux combats menés avec la résistance. Seulement, mesdames et messieurs, au lendemain des très décriés législatives d'avril 2019, la BAC FCBE a semblé avoir pris de l'eau de part et d'autre, sans toutefois disparaître des radars. La preuve, elle poursuit son combat. Mais les démissions en cascade ces derniers jours-ci et le retrait annoncé de Boni Yayi du parti finiront par convaincre les plus sceptiques de ce que les FCBE originels ont vécu. Dans la foulée, les démissionnaires, dont certaines figures de proue des FCBE originels, à l'instar de Nourenou à Tchadé, annoncent pour très bientôt la formation d'un grand mouvement politique de l'opposition. Formation d'un grand mouvement politique de l'opposition au Bénin. Un projet viable ou morné. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Emmanuel Crépy. Emmanuel Crépy, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour à nos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Le plaisir est partagé. En face de vous, que devient maintenant déjà installé. Que devient maintenant, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et merci à vous tous pour la disponibilité. Le sujet, il est un peu plus que lancinant. On va rapidement y aller. Retrait du président Boni Yayi du parti FCBE, démission collective de la majorité des membres du bureau exécutif national. Inimaginable, mais c'est un fait. Départ en cascade des membres des structures décentralisées et des militants. Une retraite politique pour tout ce bon monde, s'interroge plus d'un. Non, répondent les têtes de pont des démissionnaires. Au devant, l'ancien porte-parole du parti FCBE, Nourenou Tchadé, avec à ses côtés d'autres ténors, dont entre autres le directeur de l'école du parti, Eugène Azatassou, autrefois coordonnateur. Il projette pour bientôt, mesdames, messieurs, un grand mouvement politique. Avant de revenir à ce projet, alors, l'autre question qui saute à l'œil, quelles peuvent être les conséquences directes de ce choix osé? Claquer la porte du parti FCBE alors que la formation est en roue libre pour les communales. La question, je vous la pose, Emmanuel Crépy. Avant d'en arriver aux conséquences, Joël Yetondi, disons déjà qu'on a suivi tous l'ancien député des Forces Coriques pour un Bénin émergent, Nourenou Tchadé, faire l'annonce d'un grand mouvement politique des forces de l'opposition et prise de paix et de liberté et de démocratie qui est en préparation. Alors, c'était juste une annonce d'un projet politique qui, juste là, dont on ne maîtrise pas encore les tenants et les aboutissants. Alors, plusieurs questions sont en suspens dont on a pas encore de réponse, dont on est loin encore d'avoir des réponses. Par exemple, est-ce que ce grand mouvement politique des forces de l'opposition, est-ce que dans ce regroupement, toutes les forces politiques qui ont, depuis l'avènement de la rupture, combattu le régime du président Patrice Talon seront regroupés? Je veux parler de la RB, de l'USL, des FCBE démissionnaires. Je trouve que tout ça fait le débat, justement. Des FCBE démissionnaires, des PCB et consorts. Ou bien ce sera juste un repositionnement des FCBE. On va analyser, ne vous en faites pas. Mais avant d'analyser, lorsque des ténors comme ceux-là
disent claquer la porte d'une formation politique, quoi qu'on dise aujourd'hui, reste sur la liste des formations politiques, sur la ligne du départ. Et quelles peuvent en être les conséquences tirées à analyser avant de revenir à ce qui pourrait se jouer et se cacher derrière cette annonce avec ces non-dits comme vous l'avez évoqué? C'est deux choses. Soit ils quittent le parti et ils prennent de l'eau pour le reste de leur carrière politique, soit ils rebondissent. Aujourd'hui, quand on voit tous ceux-là qui quittent la barque FCBE, il s'agit de, je dirais, 80% du bureau exécutif national et de beaucoup de coordination au plan communal et local qui ont suivi la vague Boni-Yayi et qui ont abandonné la barque FCBE. La question qu'il faut déjà se poser aujourd'hui, ce qui reste des FCBE, ça pèse quoi? Ça vaut quoi aujourd'hui sur l'échiquier politique national? Aux prochaines élections, qu'est-ce que ces FCBE qui sont restés dans la barque peuvent produire comme score? C'est la question qu'on se pose. Toujours est-il qu'on ne sait pas encore la destination de ceux qui sont partis. On ne connaît pas encore, je le disais tantôt, les tenants et les aboutissants de ce grand projet qui a été annoncé. Donc, tout cela constitue des mailles qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, si on se lançait directement dans des analyses à vouloir tirer des conséquences tout de suite, on risque de faire de fausses analyses. On y revient, ne vous en faites pas. On va essayer graduellement. C'est délicat, puisqu'on va y aller. Oui, quand je viens maintenant, voilà un départ comme celui-là annoncé dans ces conditions-là. La question, c'est de savoir, on part comme ça, alors que pour d'aucuns, c'est l'aubaine, pour plus que jamais, pour cette formation, de rééditer un exploit déçu pour les législatives. Alors vous, quelles conséquences voyez-vous directement pour ces choix opérés? Bon, vous l'avez dit, c'est une aubaine pour cette formation politique. Oui, parce que... Je rapporte ce qui a été dit, oui. Oui, parce que pour vous, pour ceux-là qui l'ont dit, vous rapportez leurs propos, il faut aller à ces élections pour se repositionner dans la mesure où aujourd'hui les forces pour un Bénin émergent n'existent plus au plan politique à partir du moment où ils n'ont pas pu participer aux élections législatives exclusives dernières et ils n'ont pas aussi également à la tête de l'État un des leurs. Ça, c'est ce que vous percevez ou ceux-là ont perçu comme une opportunité. Mais quand vous êtes du côté de Boni-Yayi et vous avez renié le certificat de conformité qui donnait droit à cette élection et que ce même certificat aujourd'hui est exhibé pour pouvoir prendre part aux élections municipales et communales et que vous pliez donc cette fois la décision, ça veut dire que vous êtes pratiquement un enfant bâtard entre griffes. Donc c'est ce que les autres ont refusé et ne voulu donc pas s'encoquiner donc avec ce qu'ils appellent le diable et donc quitter la barque. Alors vous parlez des conséquences, oui c'est normal. À partir du moment où des personnalités des têtes de pro comme ça s'en vont, eh bien, on va noter forcément une implosion. Aujourd'hui, Force Point Bénin émergent, c'est pratiquement une coquille vide. Rumpé et son camp, ils sont pratiquement les seuls. Aujourd'hui, la dernière information, c'est qu'ils ont été chassés tout dernièrement des locaux donc, qui abritaient le siège donc, du parti. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui un parti sans siège véritablement. Et on se demande à quoi les jours à venir vont livrer donc ces acteurs politiques-là. Maintenant, ceux qui sont partis, que deviendront-ils? Je crois Emmanuel Crépilla a déjà commencé par apporter donc des ébauches de solutions, soit leur avenir politique est donc brisé à partir de cet instant, ou carrément il se relance. Se relancer, c'est créer donc une autre formation politique, au lieu donc de verser dans des querelles juridiques qui véritablement ne donneront rien. Les cas RB et PSD sont là donc pour illustrer la situation. Donc de ce point de vue, je crois la bonne solution, la bonne option aujourd'hui pour ces démissionnaires des forces Point Bénin émergents, c'est la mise en place d'un mouvement politique ou d'un parti politique. Mais puisque ceux qui les ont combattus jusqu'à l'implosion du parti sont toujours là, je me demande si vraiment ils sont déjà sortis de l'auberge. Alors oui, la question est vue sous deux aspects, ceux qui sont restés et ceux qui sont en train de partir. Il faut le dire à la dernière minute pour ceux-là qui sont restés, qui portent toujours les FCBE, qu'ils qualifient toujours de FCBE authentiques. Alors on a l'obligation de rapporter les propos des uns des autres, c'est leur conviction. Ils disent être toujours des formations de l'opposition, quitte à ceux qui sont partis de les tasser de n'importe quel nom d'oiseau, ils assument. Au soir des communales prochaines, on pourra tirer des conclusions. Donc, ceux-là, désormais, Paul Rumpé et Xier, au cœur de Cotonou, loin du stade de l'amitié de Cotonou, disent-ils, ont pu
imposer un siège qui de lui-même parle suffisamment, l'espace qu'il faut, le décor qu'il faut, le cori naturel, disent-ils. Ah, donc, c'est dire, Emmanuel Crépy, pour ceux qui pensent que vraiment c'est fini, pour ceux qui sont restés, il y aura fort à faire pour les voir disparaître au lendemain des scrutins. Ce sont leurs propos. Avec les éléments d'appoint, quel est le regard de l'analyste? On ne peut pas rester ici sur ce plateau et dire tout de go que c'est fini pour ceux qui sont restés. On ne peut pas tout de suite dire, je ne m'inscris pas. C'est le regard avec les éléments qui existent. Je ne m'inscris pas forcément dans la même position que Kodjouvia Metonou, qui avait parlé d'une coquille vide, par exemple. Ceux qui sont là, c'est vrai, par un passé récent, ils n'étaient pas connus comme des ténors de la formation politique. Aujourd'hui, ceux qui ont mené la barque à bon port ont quitté, c'est vrai. Ceux qui sont là, on ne les avait pas encore vus à l'œuvre. Donc, il va falloir attendre pour pouvoir tirer des conclusions. Parce que dire aujourd'hui que ceux qui sont là sont des coquilles vides, alors que nous sommes en train d'aller à des élections communales et que nous savons que des élections communales, ce sont des élections de proximité, on risque d'être désavoué un peu tôt. Alors, Théophile Yarou, Paul Moupé, ne sont pas également des n'importe qui. On ne peut pas dire que c'est des gens qui ne valent pas leur pesant d'or. Aussi, c'est des anciens ministres de la République sous le président Boni Yayi. Ce sont des gens qui ont été impliqués dans la mobilisation au sein des FCBE, chacun dans sa localité. Ce sont des gens qui ont pu rassembler derrière eux une certaine quantité d'électorat et qui vont certainement vouloir s'appuyer sur ce travail qu'à leur niveau, ils ont pu faire par le passé pour pouvoir essayer de donner une autre image à cette FCBE qui ne brille pas forcément, il faut le reconnaître, comme par le passé. FCBE qui ne brille pas comme le passé. Oui, Théophile Yarou rappelait que c'était l'homme presque à tout fait hier. Il a toujours cet élan pour pouvoir appâter mais mieux convaincre. Et la partie septentrionale, c'est le grand défi. Sans Boni Yayi, voyez-vous Théophile Yarou parvenir à relever si facilement le défi? Vous savez, moi, je n'ai pas dit que ceux qui sont restés sont forcément coquilles vides. Mais je dis aujourd'hui, FCBE, vu sous l'angle aujourd'hui présenté par Yarou et Ompé, ne pèse pas grand-chose. Et ceux qui sont de la formation politique également et qui sont partis aujourd'hui le disent. Ce n'est pas FCBE qui se retrouve là-bas. Vous avez évoqué en parlant de leur nouveau siège d'un coquille naturel, d'un cori naturel. Alors est-ce que ce qui était là était artificiel? C'est une interrogation, en tout cas c'est une parenthèse, je vais le dire. Ça vous dit simplement, vous avez évoqué donc le cas de Boni Yayi et Théophile Yarou dans un duel à Parakou. Il y a quand même quelqu'un... Non, pas de duel. Forcément, parce qu'il y aura duel à partir du moment où, si éventuellement Boni Yayi devrait participer à ces élections, mais dans un autre camp politique, pas des forces Kori-Point Bénin émergents, ça va peser. Mais au-delà de Boni Yayi, il y a ceux qui faisaient les forces Kori-Point Bénin émergents dans la partie septentrionale du pays. Vous savez, pour être ministre, vous n'avez pas besoin d'être très adulé par la base. Il suffit que le chef de l'État note une certaine technicité en vous, ou qu'il veuille faire de l'équilibre départemental, et lorsqu'on va dans votre région et vous êtes le meilleur cadre, on vous nomme ministre. Mais pour être chef de quartier, il faut avoir donc harangué une foule, il faut gagner donc la confiance des populations, et vous parlez dans le cas d'espèce des élections communales qui sont des élections à la base. Donc, par conséquent, tout ce que vous évoquez aujourd'hui qui portent les forces Kori-Point Bénin émergents, ce ne sont pas des gens qui ont eu l'expérience du terrain encore. Vous avez été nommé une fois ministre de la République, on vous a mis donc les moyens à disposition, véhicules, vivres et autres, vous êtes donc allé distribuer sur le terrain, les gens vous ont applaudi, ça s'arrête là. Mais aller faire par exemple de porte à porte, bon, ce n'est pas autorisé, mais des gens ont l'expérience de ces porte à porte là. Alors, lorsque vous écartez tout ce beau monde, parce que c'est d'abord la question de positionnement sur la liste électorale qui a fait davantage imploser la formation politique, où on dit que les caciques de Boni Yayi ont été beaucoup plus exclus ou mal positionnés par Ompé et Yarou. Ah donc, quand ça se passe comme ça, et que vous n'avez pas déjà l'expérience politique des élections d'arrondissement, et donc pour se faire maire, et que vous n'avez été que ministre de la République, et vous pensez que ça suffit, attention, il ne faut pas que l'inexpérience politique
pour ces élections-là puissent les trahir. De toutes les façons, on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Mais quand on sait que les FCBE aujourd'hui appellent, pour ceux qui sont démissionnaires, appellent les militants à la base à boycotter d'abord ce scrutin et à ne pas reconnaître la légitimité à ceux-là aujourd'hui qui se réclament au secrétaire exécutif national de la formation politique, donc ne pas accompagner ceux-là pour les communales à venir. Ce que vous avez tout à l'heure évoqué comme l'espoir de rebondir après donc l'échec cuisant des législatives dernières, je ne vois pas vraiment le bout du tunnel. Alors, je suis quelque part d'accord avec Kodjovi Ameton, mais pas entièrement. Il a dit, au Bénin, ce n'est pas forcément quand vous êtes ministre que vous avez eu des expériences politiques sur le terrain. Je suis d'accord. Mais pour ce que nous avons vu ces 15 dernières années, c'est-à-dire les 10 années de Boni Yayi, même un peu en arrière sous le président Mathieu Kérékou, c'est lorsque des pions arrivent à entrer au gouvernement, à devenir ministres, qu'ils arrivent à avoir les moyens de mobiliser les cadres des électorats au niveau de leur localité pour soutenir le chef de l'État. Et c'est ce qui a été souvent fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que pour les élections qui ont été organisées, aussi bien sous le président Boni Yayi que les premières élections qui ont été organisées sous la rupture, que ces gens n'ont pas été au charbon. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, ils ont quelques électeurs, une poignée d'électeurs derrière eux. On ne sait pas forcément ce que cela vaut. Mais en recentrant le débat, il faut dire et le reconnaître que l'âme des FCBE aujourd'hui n'est plus là. L'âme des FCBE, c'est le président Boni Yayi. Et on a l'impression que forcément, quand l'âme n'est plus là, tout est fini. C'est vrai, une grosse partie est finie. Les FCBE qui sont là aujourd'hui ne pèsent plus grand-chose. Je suis encore d'accord avec l'expression là que Kodjovi Ameton a utilisée. Mais on ne peut pas tout de suite minimiser la capacité de ceux qui sont toujours là. Je dis toujours attention, nous sommes en train d'aller aux élections locales et tout dépend des positionnements. On ne sait pas encore ceux qui ont été positionnés, on ne sait pas encore de quoi ils sont capables. On ne sait pas encore de quoi ils sont capables demain, peut-être pour nous rassurer. En tout cas, on suivra de près. Alors, ceux qui ont décidé de partir, et ils disent qu'ils font sans regret. Sans regret, mais espérant que cette flamme de l'espérance depuis Parakou ne sera pas éteinte. Je le cite, hier, porte-parole des FCBE, Nourenou Atchadé, déclare, nous annoncions que la flamme de l'espérance allumée à Parakou les 10 et 11 février 2018, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne s'éteindra jamais. Et il poursuit, c'est l'occasion de vous informer qu'en ce moment même se prépare un grand mouvement politique des forces de l'opposition et complet, et prise de paix, de liberté et de démocratie. Bien lourd. Quand je viens maintenant, je suis tenté de vous dire, Nourenou Atchadé, lui qui part donc perdant sa casquette de porte-parole et ce qui va avec, qui déclare et que la flamme de l'espérance allumée depuis Parakou, contrairement à ce que l'on pense, ne s'éteindra jamais. Pas dans du politique, mais de l'analyste. Quelle interprétation en faites-vous? Mais c'est normal, à partir du moment où l'espoir était nourri ce 18 octobre à Parakou, je crois octobre 2018 à Parakou, pour que les forces Coripo et Bénin émergents, qui étaient un regroupement de mouvements et partis politiques, se sont fusionnés donc pour devenir un parti politique. Eh bien, lui, il porte la parole. Vous voyez, lorsque vous êtes désigné dans ce rôle-là, c'est difficile de laisser tomber aussi facilement. Il l'a dit, c'est déjà bon qu'il ait cet espoir à partir du moment où c'est une flamme qui est allumée autour. Et quand on se rappelle un peu l'historique de la jarre trouée de Guézo, qui en réalité n'était pas là pour recueillir de l'eau, mais pour porter aussi une flamme qui au lieu de brûler vers le haut, s'est éteinte finalement en perçant donc la jarre. Alors la flamme est allumée à Parakou, on espère vivement que ça va porter. Mais au-delà, je l'ai dit, vous savez, la sociologie politique béninoise appelle aussi à des cas d'école. Les partis, comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, les tenors des forces Coripo Bénin émergents sont partis avec l'âme qui est Boni Yayi. Les partis politiques traditionnels
se fige à la personnalité qui les incarne. La renaissance du Bénin, c'est les Soglo. Quand on parle de RB aujourd'hui, vous pouvez même interroger les cadres environ. Ils ne vous diront pas que c'est ceux que les Abraham Zizirokwe ont amené au niveau des progressistes là, qui est RB. RB, c'est Soglo. Même si aujourd'hui, la formation là n'existe plus. Quand on parle de PSD, c'est Bruno Amoussou. Donc il y a de ces formations politiques. Falafia, c'est ça qu'Alafia, UPR, c'est ça, Léon vous dira. Donc l'Union sociale libérale, c'est à Djavon. Donc de ce point de vue, quand vous portez simplement la parole et que vous ne faites pas d'eau, mais pourquoi les Nourénois-Tchadais ne sont pas partis alors qu'il y avait ce bruit-là qui couvait entre eux, parce qu'ils disputaient le secrétariat exécutif national avec le Hompet depuis que ceux-là ont obtenu le certificat de conformité du parti au niveau donc, du ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas partis, ils ont attendu le 5 avril que Boni Yayi annonce sa démission de la formation FCBE là, pour finalement monter au créneau également avec leurs alliés pour annoncer leur déclaration du départ des instances du parti. Alors moi, je pense que tout aujourd'hui gravite autour de Boni Yayi qui est perçu comme l'étoile filante et donc tout le monde suit sa direction. Mais s'il se dit aujourd'hui, je me retire carrément de la politique béninoise, donc je me retire de toutes les affaires politiques, eh bien, les Nourénois-Tchadais et compagnie n'existeront plus politiquement. Et c'est là, je reviens maintenant à ce que Emmanuel Crépy disait au départ pour dire, oui, ils sont partis, mais ça peut être aussi la signature de la fin de leur activité politique. Ça peut être aussi ça. Donc tout le monde court derrière Boni Yayi parce qu'aujourd'hui c'est lui qui porte la formation FCBE. On va créer quelque chose. Ça circule déjà sous la toile avec un caméléon. Ça va tatiner et ça va aller très lentement. Alors est-ce qu'on va marcher doucement vers 2021 ou vers 2026? C'est une grosse interrogation. Mais de toute façon, le superlatif grand me dérange. On ne sait pas pourquoi on parle de grands mouvements politiques. Justement, j'ai commencé... on parlera de ça, mais avant d'évoluer, je vais vous poser la question, puisque vous l'avez évoqué. Vous voyez Boni Yayi, après cette déclaration-là, se donner une retraite politique? Non, l'homme, il est... Je ne sais pas, mais il est passionné. Yayi Boni, il aime son pays. Il a toujours clamé « Je vous aime, je vous adore et que Dieu nous bénisse ». Donc, il a un amour, d'abord naturel, pour ses concitoyens et étant aux affaires une fois également, il continue d'exprimer cet amour-là et partout où il passe, il cherche le bien-être de son peuple. Donc à partir de cet instant, il se dit peut-être que de ma position d'acteur politique, je pourrais mieux contribuer parce que vous créez aujourd'hui une fondation en tant qu'individu, à tout moment, un politique qui vient peut de son propre gré, vous arrêtez. Mais si vous créez une formation où vous vous retrouvez au sein d'une formation politique que la loi reconnaît, eh bien vous pouvez mener des actions politiques sur le terrain. Donc Yayi Boni se retirer de la politique, je ne vois pas ça déjà demain très tôt, mais je me dis qu'il peut arriver parce que dans cette même République, il avait dit quand il va quitter les affaires politiques, il deviendrait pasteur. Peut-être là aussi, il va guider davantage les brebis, pourquoi pas. Nous vous annoncions Emmanuel Crépy, propos de Nourénois-Tchadais, la flamme de l'espérance allumée à Parakou ne s'éteindra jamais. Et si vous devez l'interpréter entre les lignes. J'avais commencé déjà à l'entame de cette émission, l'expression grand mouvement politique des forces de l'opposition. Est-ce que toutes les forces non, de l'opposition... La flamme de l'espérance d'abord, avant de parler de Boucher. N'allons pas aller au pied de la lettre. Okay. La flamme de l'espérance dont il passe, c'est ce grand mouvement politique qui va l'incarner. Alors, est-ce que ce grand mouvement politique, ce sera juste un repositionnement des FCBE démissionnaires ou bien ce sera un grand regroupement, comme il le dit, des forces de l'opposition? On a comme l'impression qu'il y a une volonté d'aller à une fusion des grandes forces de l'opposition. C'est pourquoi je posais la question. Alors, dans les deux cas, est-ce que le président Boni Yayi sera partie prenante? Parce que l'homme a juste annoncé sa démission. Ensuite, on ne l'a pas vu. C'est l'honorable, le député Nourénois-Tchadais qui est venu annoncer un grand regroupement politique. Est-ce que le président Boni Yayi sera partie prenante? Mais s'il était partie prenante, quel rôle va-t-il jouer? Voilà aussi une question qui reste en suspens. Alors, si cela devrait être un grand regroupement politique des anciens partis RB, USL, des partis traditionnels, je voudrais dire, RB, USL, FCBE, démissionnaires, PCB et consorts, alors qu'en sera-t-il
des querelles de leadership, parce qu'on sait que depuis toujours, ces formations politiques n'ont pas pu mettre de côté leurs égos pour se mettre ensemble. Alors, quelles sont les chances d'un tel mouvement de participer à la présidentielle de 2021, vu que les tests ont été déjà taillés pour avoir sur toute la ligne des élections sans compétition? Les législatives, on a vu, les communales, c'est en préparation, et la présidentielle, c'est en vue. Voilà autant de questions dont on n'a pas forcément des indicateurs pour pouvoir vraiment apporter des analyses fiables. Toujours est-il que ce mouvement politique annoncé pour maintenant, à 1 an des élections présidentielles, est-ce que cela n'arrive pas un peu tard? Parce que, c'est les questions que vous posez. Pour ma part, je pense que cela devrait se faire si c'était un grand regroupement qui doit réunir toutes les grandes formations politiques. Cela devrait se faire même avant les législatives de 2019, et peut-être que cela aurait permis à l'opposition d'être plus forte et de participer à ces législatives. Et même si cela n'avait pas été le cas, si cette opposition n'avait pas participé à ces législatives, alors aujourd'hui, on ne serait pas encore en train d'aller vers une élection communale où une véritable opposition ne serait pas partie prenante. Merci Emmanuel Crépy. Tant d'éléments, mais aussi beaucoup de questions. Quoi qu'il en soit, oui. Il faut y aller, parce que on ne peut pas dire, parce que ça n'a pas été fait par le passé, il ne faut pas le faire maintenant. Toujours est-il qu'il faut avancer, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'échiquier politique national a besoin d'une opposition forte face à ce régime qui est là. Merci Emmanuel Crépy. Il faut y aller, jamais trop tard pour mieux faire. Quand je dis maintenant, on suit la question d'abord, vous avez commencé par dire grand. L'expression vous dérange un peu. Oui, j'aurais bien voulu qu'on parle, par exemple, d'un regroupement, si on s'en tient donc aux hypothèses d'Emmanuel Crépy, une formation qui peut être élargie au RB, USL et compagnie. Bon, pourquoi ne pas dire la naissance d'un mouvement politique national? Ça suffit. Quand on parle de grand rassemblement, d'un grand mouvement, pourquoi grand? C'est pas grand pour aller renverser Patrice Talon qui est là aujourd'hui. C'est pas grand pour aller donc déroger l'Union progressiste, bloc républicain à l'Assemblée nationale. Vous êtes grand par rapport à quoi? J'aurais bien préféré qu'ils choisissent une expression toute simple. Peut-être, pourquoi pas une formation élargie, qu'on dise clairement, qu'on donne le nom, qu'on sorte le nom. À défaut de sortir le nom, qu'on dise peut-être que quelque chose se prépare au niveau de l'échiquier politique national, et donc une formation politique verra bientôt le jour et va rassembler toutes les forces de l'opposition ou toutes les forces de la résistance, y compris donc élargie à la diaspora. C'est très simple que de parler d'un grand mouvement politique qui va naître. Ça n'a pas de sens. Alors, moi ça me dérange pas forcément l'expression grand mouvement politique des forces de l'opposition. Ça ne me dérange pas forcément. Mais on se pose beaucoup de questions. Et ces questions, je viens de les énumérer. Oui, on va s'essayer à quelques-unes des questions. C'est là aussi le sens des analyses. On se rappelle qu'elles étaient nombreuses, ces voix à s'élever, appelant les formations, surtout celles de l'opposition, à la veille, disons, des législatives, à aller à un regroupement. Et ça n'a pas marché. Avec un peu de recul, est-ce qu'on pourrait associer ce qui s'annonce là à une prise de conscience d'un appel qui hier a sonné en vain, en écho? Non, à mon avis, à partir du... Emmanuel disait tout à l'heure, n'ont pas pu donc allier leur ego pour pouvoir former cette union-là. Vous savez, c'est des questions d'intérêt. Lorsque vous pensez qu'il y a un bailleur autour duquel tout le monde va donc s'associer pour dire nous avons une formation politique pour que lui mette son argent et pour qu'il vous positionne également tête de liste alors que vous n'avez pratiquement rien apporté. Quand on sait très bien comment les uns et les autres vivent également au sein de ces formations politiques-là, parce que la cotisation, ce n'est pas l'idée la mieux partagée au sein donc des associations et mouvements donc au plan national. Donc de ce point de vue, moi je dis que
Oui, l'appel a été pressant, la population l'avait fait. Ils n'ont même pas aussi les mêmes points de vue pour ce qui concerne la lutte aujourd'hui. Vous vous rappelez, au départ, les Paul Humpé Yarou étaient avec tous ceux-là qui avaient mené cette résistance jusqu'à l'obtention aujourd'hui de leur certificat de conformité pour finalement se révéler aux autres. Alors, candidat Zanaï, vous le voyez donc aujourd'hui aux côtés de ceux-là en train de prendre langue et de dire qu'il est sincère dans les négociations. Ce n'est pas évident. Donc, il y a cette crise de confiance-là qui est née et que tout le monde entretient à son niveau et par conséquent, ça ne concilie pas les positions, à mon avis. Alors, la question, je vous la repose. Il y a eu hier, il y a aujourd'hui, il y aura demain. Et demain, pour les politiques actuellement, il s'agit de la présidentielle. Comment faire pour y aller? Cette idée annoncée pourrait-elle être une leçon fondamentale tirée d'un rendez-vous manqué avant les législatives d'hier, à se donner la main pour ensemble relever un grand défi? C'est vrai, il y a eu hier, ils n'ont pas pu mettre leurs égos de côté pour aller à un grand rassemblement de l'opposition. Mais ce que l'opposition doit comprendre aujourd'hui, ils doivent se rendre à l'évidence que la configuration du système politique au Bénin a changé. Et donc eux-mêmes, ils doivent changer leur façon de voir les choses. Vous pensez que ça n'a pas été réfléchi dans ce sens? Je pense que quand le rythme change, il faut changer les pas de danse. Et c'est ce que l'opposition béninoise n'arrive pas à faire jusque-là. Même avec cette annonce. En face, ils viennent de l'annoncer. Et aucune action jusque-là n'a été posée qui pourra nous orienter vers un signe ou un autre. Toujours est-il qu'actuellement, en face de cette opposition, le président Patrice Talon a réussi à fédérer les forces qui tournent autour de lui en bloc. Il a fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a urgence que les forces de l'opposition aillent à un grand rassemblement, un ou deux, je ne sais pas combien, mais aillent à de grands rassemblements afin de solidifier les bases et les fondements de leur entité politique. Imaginez un instant, si les FCBE, les Forces Cori pour un Bénin émergent, avaient été une formation politique organisée, où les bases et les fondements étaient solides, le président d'honneur et ses éléments n'allaient pas être éjectés aussi facilement. Je dis bien éjectés. Vous ne pensez pas que le système partisan tel on l'a aujourd'hui y a contribué? Vous parlez du système partisan. Il y a un système, il y a un système partisan qui a été largement critiqué sur ce plateau et je ne voudrais pas revenir dans les critiques. Mais vous êtes d'accord que la formation politique, à l'heure où on en est, n'ont pas le choix, devront faire avec ce système? C'est là que j'en viens. Okay. Aujourd'hui, il y a un système partisan qui s'impose à vous. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand le rythme change, il faut savoir changer les pas de danse. On ne peut pas être en train de jouer du coupé-décalé, vous dansez d'une dombolo, ça ne marche pas. Alors vous voyez, aujourd'hui, soit les forces de l'opposition, oui, c'est irréversible. Soit les forces de l'opposition s'organisent pour aller à un grand rassemblement ou à de grands regroupements, ou soit ils disparaissent. Ok. Oui, quand je viens maintenant sur la même question, l'avenir politique, c'est de là qu'il est question. Mais en ligne de mire aujourd'hui, il s'agit de la présidentielle. On a des tests qui gouvernent désormais la République et le système partisan, comme je le disais, il est là. Qu'on l'aime, on l'aime pas, il y a des coquilles ou pas, pour l'instant, obligé de faire avec. Alors, lorsqu'on a un outil comme celui-là, on vient faire une annonce comme celle-là, ça rime à quoi? Je crois qu'il y a un journal tout à l'heure que j'ai lu qui parlait donc de la sauvegarde de la démocratie, donc au-delà de la décision rendue par la Cour sur requête de Sébastien Adjavon. Vous parlez de la CHTHP, oui. Voilà, qui est donc en train de sauver la démocratie béninoise. Je crois que c'est à ce seul prix que les formations politiques aujourd'hui, Emmanuel continue donc d'utiliser le spératif grand, élargi à X ou à Y, ont encore de l'avenir, jusqu'en 2026 tout au moins. Parce que figurez-vous que les dernières élections, pour concourir à ces élections présidentielles, c'est déjà ces communales. Maintenant, à part les FCBE pratiquement vidés de leur substance, qui ne prennent pas à ces élections-là, il n'y a plus de formation de l'opposition. Donc s'il est question de procéder au parrainage,
ils vont en trouver où, même s'ils se mettaient en 2 ou 3 blocs, ou même avec un seul bloc. Ils n'en auront pas. Donc, par conséquent, c'est peut-être l'achat des consciences. Si ça ne marche pas, donc c'est terminé. Ils ne pourront donc pas participer en 2021 à la compétition. 2026 aussi, maintenant, s'ils ne sont pas vraiment organisés, ils ne pourront non plus rien. Donc, de ce point de vue, qu'ils se mettent ensemble ou pas, encore que ce n'est pas possible en l'état, comme je l'ai dit, parce que les positions ne sont pas facilement conciliables. Chacun ne voit pas la lutte avec ce régime-là de la même manière, et je ne les vois pas donc jusqu'à 2026 aujourd'hui essayent donc de conquérir le pouvoir. Ce serait vraiment un grand rêve qu'ils vont réaliser, et ce serait extraordinaire vraiment. Ce serait extraordinaire. Oui. Alors l'opposition se projette toujours. Je me refuse toujours d'être pessimiste. Je ne voudrais pas croire que mon vis-à-vis est un peu pessimiste au regard de tout ce qui se passe. C'est vrai que les indicateurs que nous avons en notre possession aujourd'hui pour analyser nous ouvrent des horizons où il n'y a pas forcément d'amélioration à venir. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas s'arrêter de mener le combat qui est le sien. L'opposition doit mener son combat jusqu'au bout. Imaginez aujourd'hui Nouréni Atchadé et consorts, ou peut-être même le président Boni Yayi en plus, qui recrée un autre parti politique en dehors des FCBE. S'il s'agit d'un simple repositionnement de ces démissionnaires, ce qui me paraît quelque part plus probable à venir, je crois que le risque de la fragilisation, comme on l'a vu arriver, le risque de la fragilisation de ce nouveau parti qu'on va fonder avant 2021, ce risque existe et est entier. Mais créer un parti politique maintenant, pour 2021, à quelle fin? Créer un parti politique maintenant, pour 2021, à quelle fin? Un parti politique, son rôle, c'est d'animer la vie politique et d'aller à la conquête du pouvoir. Oui, mais les tests sont là, les verrous, c'est que vous devez avoir des représentants à l'Assemblée. Lorsque vous parlez aujourd'hui, vous devez avoir des représentants. Non, fini, je reviens vers vous. Oui. Pour vous, c'est que tout est déjà verrouillé et que plus rien ne peut changer avant 2021. On ne peut pas rester en 2020, en avril 2020 et décider de ce que sera avril ou mars 2021. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les choses semblent verrouillées que l'opposition va se sentir exclure et donc va croiser les bras et se dire voilà, ils ont tout en main, donc on ne peut plus se battre et là on laisse tomber. Le combat va se poursuivre. La meilleure chose à faire aujourd'hui, je l'ai dit, c'est d'aller à de grands regroupements plus solides. Vous y croyez sérieusement, Emmanuel Crépy? Si je ne le croyais pas, je n'allais pas le dire. Ok, là c'est important à apprendre. Alors je le disais tantôt pour évoquer, peut-être que je n'ai pas été suffisamment précis, c'est ça que Emmanuel n'a pas peut-être perçu dans ce que je disais. N'eût été cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aujourd'hui qui plane sur la tête du Bénin comme l'épée de Damoclès, eh bien c'est déjà plié pour l'opposition jusqu'en 2026. Donc c'est parti USL aujourd'hui qui, à travers donc, cette saisine de la Cour africaine des droits de l'homme, qui donne une chance à ces formations politiques. Si entre-temps l'État béninois devait surseoir à ces élections, eh bien on peut reprendre le processus. Par conséquent, les partis peuvent s'organiser et aller déposer les dossiers au niveau de la Sénat et reprendre si possible le processus. Sans quoi, à partir du moment où nous sommes dans un État démocratique, soi-disant, et que les textes de la République doivent être respectés, soi-disant, eh bien, il n'y a pas de chance pour une formation politique naissante en 2020. Dans ce même pays, il y a quelques mois en arrière, on a refusé de donner le certificat de conformité aux gens. On a imposé un quitus fiscal. Quelques mois après, on a donné les certificats de conformité. Après avoir réglé. Ça pleuvait même. Et le quitus fiscal n'était plus obligatoire, forcément obligatoire. On peut voir ça après. Nous sommes dans une dynamique conjoncturelle, Emmanuel. On ne peut pas rester en avril 2020 et décider de ce que sera personne ne décide. C'est au vu des faits que nous sommes en train d'analyser. Nous sommes dans une dynamique conjoncturelle dans la République. Alors, on a voté une loi en septembre 2018 pour régler les élections d'avril 2019 exclusives. Maintenant qu'on est passé cette étape-là et que le certificat de conformité
ne nous pose pas véritablement problème à partir du moment où on sait qu'on peut avoir facilement les communes à notre portée, parce qu'on n'a pas besoin de toutes les communes, on peut distribuer les restes à ceux-là où les miettes, ils peuvent disposer aussi des CA, histoire de nous donner également une caution à l'international. Eh bien, donnons le certificat. La preuve, il y a des formations politiques qui étaient pourtant en règle, qui pourraient participer à ces mêmes communales-là, mais puisqu'ils se réclament bonté de l'opposition, par exemple, on leur a dit, il y a un surplus donc de dossiers de candidature, donc vous ne participez pas. Oh, la loi a été muette à ce niveau-là. Mais la loi, au contraire, je l'avais déjà dit ici, a été on ne peut plus clair sur l'âge pour pouvoir participer à ces élections. Vous devez avoir 18 ans révolus. Mais des mineurs, soi-disant, je l'avais clarifié ce jour-là, il paraît que c'était un malentendu. Mais il y a des mineurs qui se sont retrouvés sur certaines listes qu'on a autorisés à poursuivre la compétition. Mais ceux qui étaient réglementairement là avec leur dossier, seulement qu'il y a du trop plein, alors qu'on pouvait leur demander de venir chercher donc le trop-plein, on les a d'office écartés. C'est dire simplement que le certificat qui avait, à un moment donné, été distribué comme du gâteau que vous évoquez, oui, c'est à dessein, mais des formations politiques qui représentaient une certaine menace ont été d'ores et déjà écartées déjà au niveau de la première barrière. Donc c'est dire simplement que des formations politiques qui vont naître après 2020 jusqu'à 2022, jusqu'à 2025, n'ont pas d'autres alternatives si elles ne se préparent pas autrement. Alors, le débat, c'est de savoir désormais l'avenir politique, comment ça se présente à l'aune de 2021. Et sur la question, vous êtes tenté de conclure comment ? À l'aune de 2021, c'est vrai qu'il y a un code électoral qui a été voté par une Assemblée nationale monocolore, acquis à 100% au chef de l'État, qui a imposé un système de parrainage et qui tente aujourd'hui encore de verrouiller les élections communales. Quand on se met dans cette position et quand on observe, on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour l'opposition. Mais moi je dis, ce n'est pas parce que tout semble en quelque sorte en griffe verrouillé par les lois qui ont été votées récemment que l'opposition doit croiser les bras. Ce serait une erreur monumentale. D'autant que, oui, allez-y. Ce serait une erreur monumentale. Et donc, ce mouvement politique annoncé par les démissionnaires de FCBE démissionnaires doit être un grand rassemblement pour être plus solide en face de ce régime en place. En tout cas, le débat, on le refera. À quoi ressemblerait bien ce grand fort rassemblement politique de l'opposition? Pourra-t-il suivre le dit grand rassemblement? Autant de questions qui seront encore débattues dès qu'on en saura un peu plus sur l'ossature. Mais avant, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes, nous l'avons appris, rapport 2021 sur les questions de liberté au Bénin. Les nouvelles ne sont toujours pas bonne pour le Bénin. Quand je viens maintenant, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question avant de vous laisser partir. Oui, en effet, le Bénin est passé de 96 à 113e sur un total de 180 pays. C'est dommage. Les raisons évoquées, le non-renouvellement de la convention à Soleil FM et la fermeture de Ignace Ossou, un journaliste d'investigation. On ne le dira jamais assez quand la HAC, qui est censée donc réguler l'information, devient l'organe qui détruit l'information. Je crois que ça pose problème parce qu'on refuse la pluralité des idées, on refuse l'éveil des consciences, le rôle que jouent donc les journalistes. C'est dommage qu'on s'illustre aussi négativement derrière des pays comme la Finlande, le Danemark et autres qui sont en avant. C'est regrettable, mais malheureusement, c'est ça aussi le visage sur la rupture de la presse béninoise. La presse béninoise, Emmanuel Kripi, un peu votre dada, tout encore présenté, mais le visage n'est pas reluisant pour le Bénin. Oui, quand Jovial Meton l'a dit, 96e à 113e. Forcément, on s'y attendait avec tout ce qui s'est passé durant cette saison. D'abord, Kazmik Pédior qui a été presque enlevé avant d'être libéré quelques jours plus tard. Ignace Ossou qui se retrouve derrière les barreaux. Soleil FM qui a été fermé alors que la chaîne a respecté toutes les conditions pour un renouvellement de sa licence. Je crois qu'on s'y attendait. Je crois que dès que vous allez relancer le débat, on viendra peut-être autour de cette table pour en parler en détail. Ça va être chose faite. Si vous devez conclure cette émission, vous direz « Oh non, mais Emmanuel Kripi, le réalisateur me souffle que c'est mieux que vous gardez ce que vous avez à dire pour la prochaine fois. » Merci à vous, M. Kodjovial Meton, merci à vous également, Emmanuel Kripi. Mesdames, Messieurs, merci pour
la disponibilité. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Il faut se comparer sur cette citation qui fait comme la suite logique de celle d'hier. Elle est signée de l'écrivain polygraphe, photographe, membre de l'Académie française qu'on ne cite plus, Massime Ducamp. La vie, dit-il, est un combat. Ceux qui oublient de combattre sont vécus d'avance et terrassés avant même de soupçonner leur défaite. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de se jeter à l'eau sans désemparer. Prenez soin de vous. Demain reste un combat.